je donne la parole maintenant à Olivier. Bien, bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans votre réunion. Donc, je suis directeur dans l'équipe PwC Développement Durable, qui compte à peu près 60-70 personnes actuellement, et on est actuellement complètement donc, à 100% sur les sujets du développement durable. Et pour ce qui me concerne, sur les sujets environnementaux, plutôt changement climatique et finances durables, qui évolue assez vite en ce moment, et ça fait plus que 25 ans que je travaille sur ces sujets-là. Donc, notre présentation du jour est basée sur des projets qu'on a déjà eu l'occasion de faire sur ces sujets de la comptabilité environnementale dans différents contextes, et on a aussi élargi à d'autres choses qu'on n'aura pas fait directement nous-mêmes, mais qui nous semblait intéressant de rapporter aujourd'hui. Alors, on peut passer à la slide d'après. Donc, j'ai prévu trois morceaux de mon intervention. D'abord, partir des enjeux, parce que c'est toujours ça qui motive finalement la prise en compte de ces aspects dans une entreprise. Et deuxièmement, de voir en fait quels sont les outils actuellement disponibles et à quoi ils peuvent servir. Et dans un troisième temps, comment est-ce qu'on peut les mettre en place et les enseignements que nous on en tire. Donc, en termes d'enjeux actuels, je souhaitais commencer rapidement par rappeler qu'effectivement, on a eu cet été encore un nouveau rapport du GIEC qui nous montre qu'on n'a toujours pas réglé la problématique du climat, ça c'est sûr, mais que d'après leurs évaluations, et on peut passer la slide d'après, on a de plus en plus d'informations, de plus en plus précises, qui nous disent que ce fameux horizon à 1,5 degré d'augmentation de température par rapport aux températures pré-industrielles, en fait, ça serait plutôt 2030 plutôt que 2100 ou 2050, l'horizon auquel on va sans doute arriver à ce niveau-là, et qu'on va sans doute avoir de plus en plus de dégradations catastrophiques qui arrivent, un peu comme ce qu'on a pu voir cet été. Et que cet état de fait est bien dû aux activités humaines. Ça, le GIEC est bien sûr tout à fait positif là-dessus. Donc, on a un aspect responsabilité collective pour essayer de réduire ces manifestations négatives. On peut passer à la slide d'après. Donc, les entreprises, en fait, ont cette prise en compte des phénomènes naturels qui sont disponibles via les GIEC, mais on a également des relais d'influence auprès de la société, puisqu'on voit de plus en plus de citoyens qui prennent la parole pour alerter sur leur envie que le monde globalement prenne à bras-le-corps ce sujet-là. On le voit aussi dans les nouveaux embauchés. En fait, de plus en plus, ils sont eux-mêmes très mobilisés. Ils demandent aux entreprises qu'est-ce que vous faites pour le climat. C'est clair. Donc, les talents sont demandeurs aussi de voir dans quelle entreprise ils vont travailler. On a également les investisseurs qui sont une force de pression pour que les entreprises avancent, que ce soit les grands fonds comme BlackRock, dont le président est de plus en plus explicite sur ses attentes vis-à-vis des entreprises en participation, sur leur prise en compte des aspects climatiques ou autres, année après année, mais également d'autres comme IGCC qui récemment a interpellé tous les grands groupes en leur envoyant personnellement des lettres, ainsi qu'à leurs auditeurs d'ailleurs, pour leur demander comment est-ce qu'ils prenaient en compte les problématiques climatiques. Et encore cette semaine, dans le Financial Times, il y a eu un article assez retentissant sur le secteur énergétique qui montrait que, effectivement, il n'y avait pas assez de prise en compte des risques climatiques dans la communication financière. En France, donc l'aspect réglementaire, c'est un troisième mode de pression sur une entreprise pour voir comment elle communique évidemment ces aspects impacts environnementaux. Depuis 2001 et l'ancêtre NRE, on a de plus en plus de contextes qui visent à avoir une information précise, réplicable et le plus large possible sur l'impact d'une entreprise sur l'environnement. Donc, au niveau européen, donc on a en 2014 la directive NFRD qui demande depuis lors un certain niveau de précision sur
sur les impacts, repris en 2017 et élargi en France avec la DPEF. 2018, en fait, aussi un point important sur les exigences de reporting. Le plan d'action de l'Union européenne pour la finance durable précise les choses, notamment sur ce qu'on appelle la taxonomie, donc les impacts verts d'une entreprise. Je n'irai pas plus loin que ça, mais pour dire qu'en fait, il y a des demandes complémentaires sur l'alignement du chiffre d'affaires par rapport à des objectifs développement durable, qui devrait être encore complétée à partir de 2024 avec une nouvelle directive, dite CSRD, qui élargira encore plus les attentes et structurera de façon peut-être plus reproductible d'une entreprise à l'autre le reporting environnemental. Donc, on a une évolution qui va dans un sens d'avoir des demandes croissantes en termes de reporting pour on va dire, toutes les entreprises à partir d'une certaine taille. Qu'elles soient cotées ou non cotées, d'ailleurs, la CSRD sera très large dans ses attentes et dans les notions de vérification aussi qui seront attendues. Donc, on a ces notions d'impact qui sont de plus en plus demandées sur la communication financière. Autre point sur la slide suivante, les parties prenantes. Là, par exemple, on a donné l'exemple de Great Place to Work, donc qui scrute les rapports, notamment pour voir si l'entreprise a une communication complète sur ses aspects environnementaux. Et donc, on voit qu'on s'attache de plus en plus à y trouver de l'information en termes d'externalité. Donc, le directeur général de Great Place to Work en France va insister sur les informations qu'il souhaite obtenir en termes d'externalité, donc les impacts positifs ou négatifs qu'une entreprise peut avoir sur ses parties prenantes, et qu'il signale bien que ces informations-là vont bien au-delà du compte de résultats économiques, et qu'il s'attend à trouver des informations environnementales, sociales, et que c'est uniquement à travers ces informations-là qu'on arrivera à juger du bon fonctionnement de l'entreprise. Et ça concerne l'entreprise elle-même, ses fournisseurs, les infrastructures, donc une responsabilité élargie, on va dire, de l'entreprise. Voilà, donc ces pressions croissantes, donc on a des enjeux qui sont de plus en plus précis pour une entreprise à communiquer sur son impact environnemental. Sur la slide d'après, on a donc la notion de capital naturel, qu'on voit apparaître de plus en plus, se précise, qui a été en fait théorisé, le capital naturel dès 1989, donc ça remonte à un certain temps, pour dire qu'en fait, l'idée c'est de voir ce capital naturel comme se présentant sous différentes formes, que ce soit le capital sur le sol, donc c'est peut-être le plus ancien, c'est ce qu'on retient depuis le 19e siècle sur la consommation de surface, mais également les impacts sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, et tous les organismes vivants, voilà, qu'ils soient végétaux, animaux, et ce capital naturel, en fait, ainsi sur la notion de service positif que toutes ces entités, que toutes ces catégories peuvent apporter pour le fonctionnement de l'économie. Donc que ce soit, si on en vient à des activités économiques, que ce soit au niveau de la production d'eau potable, de l'utilisation de ressources naturelles renouvelables ou non par la forêt, l'agriculture, et les usines, les centrales hydroélectriques, finalement tout le système, l'écosystème humain fonctionne à partir de ce capital naturel qui n'est pas forcément révélé au niveau des comptes des entreprises. La prise en compte de ce capital naturel va poser des questions sous-jacentes méthodologiques qui sont sociologiques, on va dire aussi, sur la notion de durabilité, qui va notamment s'exprimer de différentes façons, durabilité forte ou faible, et notamment sur la substituabilité de ces grandeurs entre elles. Est-ce qu'on va considérer séparément, par exemple, la consommation d'eau de la consommation de ressources minérales comme étant des sous-chapitres en quelque sorte du capital naturel qu'il faut considérer séparément, ou est-ce qu'on va considérer globalement que toutes ces grandeurs-là sont échangeables entre elles et sont fongibles dans une même unité? Un principe également d'équité entre générations, puisqu'on va
puiser plus ou moins dans des ressources non renouvelables en fonction de nos besoins à nous actuellement, mais aussi en fonction des besoins des ressources et des générations futures. Donc, voilà, on se pose des questions, on est amené à se poser des questions quand on travaille sur ces notions de prise en compte du capital naturel. On se pose des questions sur par exemple, des taux d'actualisation, sur voilà, si on consomme quelque chose, ou est-ce qu'on a un impact d'ici 20 ans, est-ce qu'on voilà, on considère de la même façon un impact dans 20 ans ou un impact actuel voilà. Ces questions-là rejaillissent à un moment donné dans la méthodologie qu'on utilise pour faire ces calculs. Voilà, donc là, on est sur les enjeux très forts et sur l'existence donc de principes méthodologiques et de théories sous-jacentes à toute prise en compte finalement concrète de ce capital naturel dans la comptabilité environnementale. Alors, dans une deuxième partie, Kate, si on peut avancer, j'en viens à la présentation de méthodes qui existent actuellement pour justement prendre en compte ce capital naturel et répondre aux exigences des parties prenantes. Ces méthodes ont toutes comme caractéristique d'aller plus loin que le reporting traditionnel. Au départ, ce qu'on voit déjà donc, dans la directive des PEF, dans les communications des entreprises actuellement, c'est une comptabilisation des quantités de matières premières et quantités d'énergie consommée, par exemple, et une comptabilisation des quantités de CO2 émises, par exemple. Ça, c'est déjà dans le reporting actuel. On le retrouve au niveau des entreprises d'une façon assez générale. Par contre, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est les conséquences de ces flux, que ce soit des consommables ou des émissions, en termes d'impact sur un certain nombre de catégories environnementales, comme par exemple le dérèglement climatique, mais également d'impact sur les sociétés humaines, parce qu'une fois qu'on a quantifié le dérèglement climatique, on va aussi essayer de voir quel est l'impact sur la santé humaine, sur le fonctionnement des infrastructures, sur l'évolution des récoltes, donc sur un certain nombre de cibles, qu'elles soient humaines ou animales, végétales. Et finalement, ce que cherchent à faire ces méthodes actuelles pour intégrer le reporting extra-financier au sein des rapports financiers, c'est de valoriser en euros, finalement, tous ces coûts-là. Que ce soit des coûts sociaux, des émissions de gaz à effet de serre, la question qu'on a à traiter, c'est quelle est la valeur, finalement, qu'on souhaite y accorder. Donc, sur la slide suivante, on a la synthèse, finalement, il y a quelques années, le WWF donc, a essayé d'inventorier toutes les méthodes qui existaient pour justement faire ce travail-là, de passer de l'activité d'une entreprise à une monétarisation des impacts, notamment environnementaux. Plusieurs méthodes ont été identifiées par le WWF à plusieurs échelles, que ce soit des échelles d'un pays ou des échelles d'entreprise. Pour l'échelle des entreprises, donc à un niveau plus micro, 2 méthodes ont été identifiées particulièrement par le WWF, l'une s'appelle IPNL et l'autre la méthode CARE. Donc, la méthode IPNL donc Environmental Profit and Loss Accounting, va chercher à faire une évaluation monétaire des impacts environnementaux, donc qu'ils soient sous forme de bénéfices ou sous forme de dommages sur l'environnement, en prenant en compte non seulement l'entreprise elle-même à laquelle on s'intéresse, mais également sa chaîne d'approvisionnement. Cette méthode IPNL, François-Xavier tout à l'heure va présenter exactement l'exemple de Kering, à noter qu'elle est utilisée par un grand nombre d'entreprises actuellement dans pas mal de secteurs économiques différents qui sont listés là, par exemple, mais c'est qu'une liste d'exemples, hein, il y en a beaucoup d'autres. La deuxième méthode qui a été identifiée par le WWF s'appelle la méthode CARE, qui a été développée en France au départ, comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement, triple ligne d'amortissement en français, mais ça se dit aussi en anglais, CARE pour Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, triple depreciation line. Donc l'idée là est de partir de la comptabilité classique et d'y insérer dans le même rapport, en fait,
et dans les mêmes tableaux de chiffres une valorisation économique d'un certain nombre de grandeurs pertinentes pour l'entreprise qui sont liées à la dégradation de ce capital naturel et de l'exprimer dans les comptes financiers, que ce soit dans les comptes de résultats ou au bilan, à travers notamment la notion d'amortissement, en fait, d'avoir un capital qu'on amortit au fur et à mesure. D'après nos recherches, cette méthode est encore en phase de développement, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de réalisations, mais pour un certain nombre d'entreprises, c'est encore de la R&D. Au départ, ça a été développé pour des systèmes économiques en relation assez directe avec l'environnement, comme des fermes agricoles, mais ça s'est développé aussi dans d'autres entreprises depuis. Alors, ces deux méthodes sur le slide suivant ont des approches différentes, mais ont quand même un certain nombre de bénéfices en commun, c'est-à-dire mettre en place ces outils-là permet d'identifier les impacts de l'entreprise sur la chaîne d'approvisionnement, mais permet également donc une monétarisation des impacts, donc facilite la prise de décision parce qu'on se retrouve finalement sur des grandeurs que manipulent tous les jours les directions financières, donc ça permet d'avoir un niveau de discussion qui est peut-être plus facile que si on en restait à des kilos de CO2 ou des kilos de méthane. Permet également d'identifier du coup à partir de cette cartographie des impacts les risques et d'identifier les opportunités d'amélioration d'une année à l'autre. Et du coup d'être transparent et de revenir aux parties prenantes et leur expliquer, voilà, avec cette mesure annuelle reproductible et comparable d'année en année, de montrer qu'on a une quantification et de suivre ces évolutions, soit en bénéfice, soit en dommages croissants ou décroissants d'une année à l'autre. Donc on peut avoir un outil de dialogue qui soit transparent et qu'on puisse utiliser en communication. Donc ça, ce sont les bénéfices qu'on peut tirer de ce genre d'outils. On peut avancer sur la slide suivante. Maintenant, j'en viens à une phase d'exemple, d'illustration et voilà comment ça marche et puis quelques enseignements qu'on a pu tirer, nous, de ces méthodes-là. Alors, je commence par... Ah oui, d'accord, donc ça, c'est l'IPNL d'abord. Donc, en fait, sur la façon d'avancer dans l'IPNL, en fait, on a plusieurs étapes de construction pour en arriver au résultat. D'abord, on a une phase très quantitative de collecte d'informations auprès de l'entreprise, mais aussi auprès de ses fournisseurs, qui va s'interroger sur la nature, par exemple, des matériaux utilisés et les quantités de matériaux utilisés. On va aussi examiner toutes les dépenses de l'entreprise dans la comptabilité pour en tirer, donc, en deuxième phase, un certain nombre de données qui sont d'abord récoltées par questionnaire auprès des fournisseurs, mais également des données qui sont sous la forme d'analyse de cycle de vie, donc de résultats d'analyse de cycle de vie, notamment par exemple sur la production de matériaux. On ne va pas forcément interroger tous les fournisseurs de rang 1, 2, 3, 4, etc., mais à un moment donné, on va se donner la possibilité d'utiliser des bases de données qui simplifient le travail et qui fournissent une information typique au niveau d'un marché donné. On peut également utiliser des données économiques pour un certain nombre de dépenses annexes, comme des dépenses de services qui ne sont pas directement liées au fonctionnement direct de l'entreprise, mais pour un certain nombre de services, par exemple, avoir recours à des données génériques, par exemple de type table input-output, pour simplifier l'analyse. Donc, dans une troisième phase, on va consolider toutes ces données des différentes sources pour établir une cartographie complète des impacts sur la chaîne des fournisseurs et l'entreprise elle-même, bien sûr. Une fois qu'on a toutes ces sources d'impact, que ce soit des kilos de pétrole, des kilos de CO2, etc., on va dans une quatrième phase évaluer sur un certain nombre d'impacts
pertinent pour l'entreprise, et regrouper toutes ces données-là en un certain nombre, disons une dizaine d'indicateurs, qui dans une 5e phase seront monétarisés. Donc voilà, donc, par exemple l'effet de serre, on a une question à se poser sur quand on émet 1 kg de CO2, quel est l'impact sur les sociétés humaines. Donc par exemple là, on peut se référer à des données externes ou faire des recherches soi-même en interne, voilà, pour évaluer finement combien on pourrait dépenser pour réduire par exemple une émission donnée, ou utiliser des données plus génériques à un niveau d'une géographie donnée. Par exemple, l'Agence gouvernementale France Stratégie a réalisé récemment un rapport où il statue sur ce qu'ils appellent la valeur tutélaire du carbone, et se dire quand on prend des grands programmes d'investissement, on se dote d'une valeur qui traduit la trajectoire carbone de la France en fonction d'objectifs et d'une situation donnée. Jusqu'à l'horizon 2030, par exemple, on veut rester sur une certaine trajectoire, donc on a certains investissements à faire qui ont un certain coût, et globalement, si on empile par coût croissant, on arrive à l'objectif, à un coût marginal de réduction des émissions qui a une certaine valeur et qui donne, sur la trajectoire donnée, année après année, une valeur guide sur combien est-ce qu'on dépense d'un point de vue collectivité globale en France pour atteindre l'objectif global. Donc voilà, ça peut être un exemple de construction de cette monétarisation. Il n'y a pas actuellement de valeur globale unifiée qui permettrait de faire ce passage entre l'étape 4 et l'étape 5 d'une façon absolue. Donc pour l'instant, on a des initiatives comme la Value Balancing Alliance au niveau européen qui essayent d'arriver à une liste communément acceptée de valorisation financière de grands impacts environnementaux. L'idée étant qu'après, une fois qu'on a l'IPNL, au niveau global, qu'on puisse zoomer, comme là, par exemple, sur l'exemple de Philips, sur certaines parties de son cycle de production, pour pouvoir identifier quelles sont les étapes impactantes et, in fine, après prendre des décisions sur la réduction. Donc Philips, par exemple, en 2020, s'est livré à cet exercice d'IPNL, et a communiqué sur voilà, le résultat, donc là, au niveau agrégé, quels sont les facteurs d'impact sur le capital naturel, et conclut que c'est surtout au niveau, pour eux, sur la phase d'utilisation de leur matériel électrique que se déroule l'impact, chez l'utilisateur qui va consommer de l'énergie pour utiliser les biens Philips, tels qu'ils soient télé, etc. Mais ils ont également la possibilité de zoomer sur les différentes parties, que ce soit l'emballage, les trajets des commerciaux ou la matière première, et les sites de production de la chaîne de construction des équipements qu'ils vendent. Et donc, voilà, ils peuvent après remonter sur cette chaîne pour se dire, voilà, est-ce que c'est dans mon sèche-cheveux, par exemple, est-ce que c'est plutôt mes cartes électroniques qui sont à l'origine de l'impact, ou plutôt mon câblage en cuivre, etc. Donc, ils se donnent un système d'information qui peut après leur permettre de jouer et d'identifier précisément sur quelle partie de leur système d'approvisionnement ils ont intérêt à jouer en priorité pour réduire leur impact global. Donc la deuxième méthode CARE, va avoir un peu le même type de globalisation. Au départ, la question c'est, première étape, quels sont les capitaux mobilisés par l'entreprise? Donc on va avoir une réflexion sur est-ce que c'est plutôt, qu'est-ce qui est pertinent pour moi, la consommation d'eau, la biodiversité, ou les gaz à effet de serre, quelles sont les grandes rubriques du capital naturel au sens large qui sont nécessaires au fonctionnement de mon entreprise. Dans une deuxième étape, on va identifier pour chacun de ces capitaux naturels en fait des niveaux de préservation qu'on souhaite, qui seraient nécessaires d'atteindre pour que ce capital naturel reste à sa valeur actuelle. Du coup, en étape 3, on va essayer de quantifier d'une façon théorique les méthodes pour garder le capital naturel à son niveau stable.
Et dans l'étape 4, on tient compte d'un principe de réalité en se disant que finalement, on va réaliser peut-être qu'une partie de ces scénarios et de ces méthodes globales qui permettraient de garder le capital naturel à son niveau stable. Compte tenu voilà, des investissements qu'on prévoit de faire, on va peut-être jouer que sur une partie de toutes ces composantes. Et finalement, on va traduire en comptabilité en étape 5 en fait, cet écart à la stabilité du capital naturel. Voilà. Et c'est là où ce qu'on constate, effectivement, ce qu'on entend, c'est que la difficulté, c'est de définir finalement ces scénarios théoriques, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour maintenir en état le capital naturel au niveau de l'entreprise. Donc la traduction dans les documents comptables, on l'a un peu expliqué sur la page d'après, pour essayer de montrer finalement qu'on a, par exemple pour le capital, sur une ferme de Cagnols dans le sud-ouest de la France, où la méthode a été un peu explicitée en pratique pour voir comment ça fonctionne. Sur le capital eau, qui est un des composants importants de la ferme, ils ont listé voilà, tout ce qu'il faudrait qu'ils mettent en place pour conserver le capital naturel eau. Donc, des dispositifs de récupération des eaux de pluie pour éviter d'utiliser trop l'eau douce naturelle, irriguer localement, faire une lutte biologique, désherber manuellement, voilà, éviter le lessivage des sols, poser des bâches à certains endroits pour ne pas avoir à utiliser de désherbants. Donc, voilà, donc ils ont identifié combien il faudrait qu'ils dépensent pour conserver ce capital naturel à un niveau stable. Puis après, dans la colonne verte, ils vont regarder les mesures qu'ils vont vraiment initier dans les années qui viennent par rapport à cet état de fait. Et du coup, dans la troisième colonne, on a finalement l'écart à la préservation globale du capital naturel. Et ces chiffres-là, donc, ils quantifient année après année, ils les retransposent donc dans les bilans entre actifs et passifs. À côté des aspects financiers, ils vont rajouter de nouvelles catégories. Le capital naturel, bon, dans le cas de la ferme, ils ont également regardé le capital humain et ils vont regarder finalement combien mon capital naturel va s'amortir et voilà, quels sont les niveaux de remboursement qu'il faudrait que je fasse pour garder ce capital. Et puis dans les produits d'exploitation au niveau des comptes de résultats annuels, en produits et en charges, ils vont également constater des éléments en plus qu'il faudrait ajouter pour renouveler les différentes composantes de ce capital naturel. Donc, ils présentent globalement une comptabilité étendue avec ces différentes rubriques nouvelles qu'ils créent, et donc ils ont un résultat comptable à la fin, triple bottom line, qui tient compte à la fois du capital financier, du capital naturel et du capital humain. Voilà, donc ça c'est le parcours global sur les deux méthodes. Alors, qu'est-ce que nous, on en retient finalement de notre expérience à date pour une entreprise qui souhaiterait se lancer dans l'exercice? Sur le slide suivant, on a un certain nombre d'enseignements qu'on vous propose. On se rend compte que finalement, les entreprises qui ont commencé à se lancer dans cette prise en compte de la comptabilité environnementale est de taille variable, parfois des grands groupes, parfois des petites structures. Il nous semble pertinent au départ de commencer par une partie du groupe, de ne pas forcément regarder un groupe très large dans son ensemble, parce qu'on va s'y perdre et on va peut-être ne pas arriver à voir globalement toutes les problématiques sur l'ensemble des 5-6 étapes que j'ai décrites. Donc c'est pertinent à notre sens de commencer par une partie du groupe qui soit représentative de l'ensemble du fonctionnement. Quand on déploie la méthode, on va forcément constater qu'à un moment donné, un peu comme les scopes 1, 2, 3, quand on regarde les bilans carbone, l'ensemble de l'impact n'est pas nécessairement chez nous. On a besoin aussi d'aller investiguer la chaîne des fournisseurs. Donc là, le principe est également un principe de réalité en quelque sorte, de commencer par contacter peut-être les fournisseurs principaux et pas forcément s'épuiser à contacter tous les fournisseurs. Voilà, de commencer peut-être avec ceux qui sont à la fois intéressés et peut-être aussi ceux qui sont les plus importants.
On n'a pas forcément une seule source d'information, donc on va avoir besoin de combiner des sources différentes. Des informations chez soi en propre sur les consommations d'énergie, etc., les rejets polluants, quelques fournisseurs principaux, et puis de compléter la description totale des systèmes d'approvisionnement par des données provenant de bases de données, par exemple les données cycle de vie dont je parlais tout à l'heure. Les méthodologies d'évaluation, là aussi, elles sont toutes en construction. On a, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, là, le consensus est assez large sur comment le quantifier. Le GIEC fournit des coefficients, mais sur pas mal d'autres dimensions, on a encore des méthodes qui sont en cours d'être rendues plus robustes. L'Europe a publié un certain nombre d'indicateurs récemment, donc dans des méthodes comme les Product Environmental Footprint, qui peuvent servir de point de départ pour calculer l'acidification, l'eutrophisation ou d'autres dynamiques sur des pollutions dans l'air et dans l'eau. Mais parfois, on est encore amené à essayer de développer des méthodes complémentaires, notamment sur les aspects biodiversité qui sont encore peut-être en termes de développement, celles qui sont les plus en demande de développement. On a également à traiter un aspect horizon temporel. Quand on travaille sur notamment les ressources naturelles, par exemple des mines qui extrairaient des métaux, on a un phénomène de dilution dans le temps de certains impacts. Par exemple, des stériles miniers peuvent continuer à générer des polluants sur des grandes quantités d'années. À un moment donné, il faut aussi se fixer un cadre temporel et puis accepter de fonctionner avec ce cadre temporel peut-être limité par rapport à l'intégralité des impacts. Et puis, il faut aussi se rendre compte que se lancer dans ce genre de comptabilité, c'est un exercice qui demande des ressources et qui est assez consommateur de temps de notre expérience. Voilà, premier retour, je crois que j'en ai fini avec la partie exposée. Je crois qu'il y a eu pas mal de questions, je n'ai pas eu le temps de les lire, mais peut-être que Katie pouvait en sélectionner certaines ou toutes, je ne sais pas. Merci beaucoup, Olivier. C'était très, très riche. Je vais juste revenir, je pense que je peux faire comme ça, aux questions et on verra les plus, les plus populaires. Donc, nous avons la première question d'Aurore. Bonjour, est-ce que vous allez expliquer comment vous transformez les éléments en oraux? Alors, il me semble que j'ai essayé de le faire sur le CO2 en tout cas, sur la notion de France Stratégie du rapport là, qui a été fait. Effectivement, il y a plusieurs façons de passer d'une émission CO2, par exemple, ou d'une émission d'oxyde d'azote ou d'oxyde de soufre à une valeur en euros. Il y a plusieurs grandes familles. Il y a une première grande famille qui cherche à quantifier le coût des dommages. Donc, de se dire, on va sur, par exemple, une émission d'oxyde de soufre dans le phénomène des pluies acides en Europe de l'Est, on constate que ça a un impact sur les bâtiments qui vont petit à petit subir des attaques et le béton va se fissurer, etc., sous l'effet des pluies acides. Les pluies acides vont également faire mourir certaines forêts, vont limiter le rendement des récoltes. Donc, on a moyen de suivre finalement le panache de pollution en quelque sorte de chaque source d'émission de SO2 pour essayer de quantifier les pertes sur les différents secteurs économiques qu'engendrent des émissions polluantes. Donc ça, c'est une méthode assez courante, mais qui comporte pas mal d'incertitudes parce qu'on n'a pas forcément la donnée sur la source d'émission de SO2 quand on a un système très global d'informations sur ces fournisseurs. On n'a pas forcément la localisation précise de chaque source. Et on n'a pas forcément le temps et les ressources pour aller chercher toutes les données sur l'impact local de chaque source d'émission. Une deuxième grande famille pour établir cette valeur en euros des polluants,
va consister à l'inverse à regarder combien est-ce qu'il faudrait dépenser pour éviter l'émission polluante. Donc ça, c'est l'optique, par exemple, du rapport France Stratégie. Pour les émissions CO2, c'est très compliqué de se dire que 1 kg de CO2 en plus, quel sera l'impact sur les ressources, sur les catastrophes naturelles en plus, etc. Donc il y a trop d'incertitudes. Il est plus raisonnable et plus facile si on est dans une zone géographique donnée qui s'est dotée d'objectifs ou de politiques globales de réduction des émissions, de passer par un volet plus technique, économique, de se dire combien va coûter la réduction des émissions. Donc c'est ce qui est fait dans ce rapport France Stratégie. Il y a d'autres sources qu'on peut trouver de littérature, notamment des universitaires qui publient des chiffres pour dire que globalement, en Europe, on doit dépenser telle quantité d'euros pour réduire les différentes grandes pollutions auxquelles on a à faire face d'ici les 10 prochaines années. Et un troisième type de monétarisation de ces externalités environnementales est de regarder finalement le coût sociétal d'acceptation de la volonté d'accepter ou non une pollution donnée près de chez soi. Donc le willingness to pay, en anglais par exemple. Je pense que François-Xavier précisera comment Kering a fait dans ces typologies de monétarisation. C'est bien un des enjeux actuels de ce grand travail sur la comptabilité extra-financière, d'arriver à stabiliser, quelque part à créer un consensus autour de ces méthodes de monétarisation. Et donc, je le répète, en fait, le Value Balancing Alliance, par exemple, est une association de parties prenantes, que ce soit à la fois des industriels, des consultants, dont on fait partie d'ailleurs, mais pas que nous, il y en a bien d'autres, qui essayent de se mettre d'accord sur des méthodes de monétarisation pour que ce soit plus standardisé, notamment au niveau européen. Merci Olivier. Je pense que nous avons le temps pour une dernière question avant de passer la main à François Xavier de chez Kering. C'est une question de Stéphane. C'est est-ce que le travail réalisé au travers d'un bilan carbone qui est mis à jour régulièrement peut-il alimenter le IPNL? Alors oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, il faut capitaliser sur les travaux déjà existants. Le travail du bilan carbone va déjà effectivement donner cette grande dimension-là qui est attendue, comme on l'a vu par beaucoup de parties prenantes externes actuellement, et va constituer peut-être le premier point de départ. Après, peut-être à voir si les autres dimensions sont également matérielles pour l'entreprise, consommation d'eau, rejet dans l'air d'autres polluants, rejet dans l'eau, production de déchets par exemple, mais voilà. Nous, on travaille pour certaines sociétés actuellement et très souvent, la notion de gaz à effet de serre est une des composantes principales de la monétarisation qu'on peut faire des impacts. Donc, c'est sûr que c'est déjà un très, très bon point de départ. Je me permets d'intervenir en direct et pas par le chat, mais c'est pour gagner du temps. Il n'y a pas moyen, Olivier, d'avoir une définition d'une valeur euro de ces impacts, parce que chaque entreprise qui fait un IPLL ne va pas s'amuser à recalculer, tiens, c'est quoi la valeur d'impact d'une tonne de CO2 sur la planète d'une manière générale, mais est-ce qu'il n'y a pas des standards mondiaux ou européens pour gagner du temps et se mettre d'accord sur une même valorisation de ces impacts? Alors, c'est bien le but de Value Balancing Alliance, je vais commencer à faire la publicité pour eux, mais il n'y a pas de façon homogène, internationale, ce genre d'impact actuellement, enfin ce genre de coefficient de passage actuellement entre données physiques et données en euros. C'est encore un work in progress en quelque sorte. Vous trouverez des gens, par exemple Solvay, dans sa méthode Sustainability Portfolio Management, communique, et ça se trouve publiquement, vous pouvez le télécharger, ils ont des coefficients pour un certain nombre de choses, mais ce sont leurs coefficients à eux. Pour le domaine de la chimie, par exemple, on les a transposés pour une autre société dans un autre domaine, mais voilà, c'est basé sur des choix de valorisation. Et il n'y a pas unicité pour l'instant de monétarisation. C'est là où on en revient finalement à des choix un peu
politique ou éthique d'une entreprise sur comment voilà, on souhaite aborder la question d'une pollution donnée. Merci Olivier. Je pense que c'est tout à fait légitime la question et c'est un peu dommage pour nous qui voudraient avancer le plus vite que possible. Et je pense qu'on tous espère un jour d'avoir cette valorisation plutôt plus facile et plus efficace pour l'en faire. Je propose maintenant, je sais qu'il y a plusieurs questions et peut-être que nous aurions le temps pour revenir vers la fin, mais là, je propose qu'on passe la main. Un grand merci à Olivier. On va passer la main à François Xavier, si ça vous convient, pour le retour d'expérience de chez Kering. Donc, je vais revenir aux présentations. Merci Katie, merci à tous. Du coup, pendant que vous mettez les slides, j'en profite peut-être juste pour me présenter en un mot. Donc, moi, je suis François-Xavier Morvan, je fais partie de la direction développement durable Kering, donc au niveau groupe, et j'ai en charge la mesure et le suivi de la performance de développement durable pour l'ensemble de nos marques. Et j'ai le plaisir d'avoir dans mon périmètre depuis quasiment 4 ans maintenant ce bel outil qui est le compte de résultat environnemental, IPNL en anglais, que je me propose de vous présenter ce matin. Donc si on passe à la slide suivante, peut-être voilà, un mot, alors déjà peut-être un mot pour réintroduire Kering. Donc Kering, c'est un groupe de luxe mondial qui rassemble des maisons de mode, donc de prêt-à-porter, de maroquinerie, d'horlogerie, de joaillerie. On pourra citer par exemple Gucci, Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, ou encore Boucheron et Pomellato côté joaillerie. Et évidemment, on a un focus développement durable assez marqué depuis pas mal d'années maintenant, et notamment une stratégie avec des objectifs qualitatifs et quantitatifs à horizon 2025. Cette stratégie, elle s'articule autour de 3 piliers principaux. Il y a évidemment un pilier environnemental, et au cœur de ce pilier environnemental, on a cet outil PNL qui va nous permettre de définir cette stratégie à travers des objectifs, mais aussi de mesurer nos progrès par rapport à l'atteinte de ces objectifs-là, et puis de définir aussi des plans d'action sur comment on va pouvoir atteindre cette stratégie. Donc, IPNL qui est vraiment au cœur de ce pilier-là. On a 2 autres piliers dont je ne développerai pas ce matin, mais qui sont tout aussi importants. Une dimension sociale qui regarde à la fois ce qui se passe en interne, notamment sur la préservation des savoir-faire, mais aussi dans nos chaînes de valeur. Et puis un volet autour de l'innovation qui est super important, parce qu'on voit côté environnement, si on veut atteindre nos objectifs, ça passe par des nouveaux process, ça passe par des startups, ça passe par des matériaux alternatifs. Donc la dimension innovation et comment on l'intègre à notre stratégie de plan durable, elle est extrêmement importante pour nous aujourd'hui. Voilà pour la petite introduction. Et donc, si on focus maintenant sur la partie environnementale, cet outil PNL, et merci Olivier, parce que je pense que c'était une bonne introduction aussi de commencer par Olivier et le concept de capital naturel et les quelques exemples d'entreprises. Donc, et du coup, Olivier, tu as parlé aussi de la partie réglementaire. Et sur cette slide-là, donc c'est intéressant parce qu'on voit finalement qu'est-ce qui fait de l'IPNL un outil quand même assez particulier. Il y a 2 dimensions. Il y a la notion de périmètre et la notion de valuation, donc de monétisation des impacts environnementaux. Donc si je m'attarde sur le périmètre déjà, sur ce graphique-là, vous avez un rectangle noir, enfin gris foncé, qui décrit finalement le périmètre de la réglementation aujourd'hui. Donc il y a tout un ensemble de textes au niveau européen et transcrits au niveau français qui demandent aux entreprises de communiquer sur leurs impacts environnementaux et de les mesurer. Et ça, bien souvent, ça concerne ce qu'on appelle le tier 0, nos opérations, ce qu'on détient au propre, au sens juridique du terme. Et évidemment, ça, c'est qu'une petite partie du périmètre. Si on regarde notre chaîne de valeur, donc nous, on découpe sous forme de tiers. Vous avez peut-être des appellations différentes dans vos entreprises, mais globalement, l'idée, c'est qu'on a un tiers 0 qui correspond à nos opérations. Donc là-dedans, on a tous nos boutiques, tous nos sites de bureaux, on a quelques sites de production, des entrepôts. Puis on passe côté fournisseur avec en tier 1 les fournisseurs qui vont être directs, qui vont faire des étapes de finition et d'assemblage. En tier 2, plutôt des
des fournisseurs de fournisseurs. Et puis, au fur et à mesure, je remonte comme ça jusqu'au tier 4, où on a vraiment la production de notre matière première. Donc, en tier 4, on va retrouver des activités agricoles, des activités d'extraction minière pour le cuir, pour les métaux qu'on va utiliser dans le cadre de nos produits. Et puis, on ne l'a pas sur nos graphiques, mais après l'étape de vente, on a l'usage et la fin de vie des produits, qui fait également partie du cycle de vie de nos produits. Donc, l'idée d'IPNL, c'est d'avoir un outil qui permet de mesurer les impacts environnementaux sur l'ensemble de ces chaînes de valeur. Donc, vraiment depuis entière vie de scope qui est beaucoup plus large que ces obligations réglementaires. Et puis, c'est la monétisation des impacts environnementaux. Où, après avoir mesuré notre impact global de CO2 en kilogrammes de polluants atmosphériques, en mètres cubes d'eau, on va transformer toutes ces valeurs environnementales en euros. Ça, c'est hyper intéressant. Quand on est en entreprise, on a un chiffre d'affaires en euros, et donc on peut comparer nos impacts environnementaux en euros. Et puis, on a aussi une unité unique qui permet justement de prioriser les actions qu'on va pouvoir mener et d'éviter d'éventuels transferts de pollution. Donc, si on se concentre trop sur le carbone, on peut rater d'autres impacts sur de la pollution de l'air ou sur des impacts eau. Donc, il y a un vrai intérêt à rajouter cette étape de monétisation. Et d'ailleurs, si on passe au slide suivant, oui, ce sera celui d'après, mais peu importe. Donc, dans ce slide-là, j'ai trouvé intéressant de vous résumer finalement les différentes étapes d'implémentation de cet outil PNL, puisque c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis quand même pas mal d'années. Et notamment Puma, alors en 2011 faisait encore partie du groupe, c'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est d'abord Puma qui avait fait un pilote sur cet outil PNL, qui avait commencé donc à l'étendre au sein de ses activités. Et puis en 2012, on a pris l'engagement au niveau Kering Group d'étendre cette démarche d'IPNL à l'ensemble des marques. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gros travail en fait entre ce pilote Puma et puis le premier IPNL périmètre Kering qu'on a publié donc en 2015. Donc il y a quasiment 3 ans qui s'est écoulé. Et pendant ces 3 ans, on ne s'est pas tourné les pouces, on est parti du pilote de Puma et on a essayé finalement d'appliquer la méthode Puma à une méthode qui faisait plus sens aux activités luxe du monde Kering. Et puis, on a vraiment enrichi cette démarche qui était très top-down et très basée sur des données de dépenses, donc des données moyennes. On est allé chercher beaucoup de données fournisseurs, beaucoup de données primaires sur nos différents sites, auprès de nos différents partenaires, pour avoir un outil qui soit beaucoup plus adapté, finalement, le reflet de notre activité luxe et de nos chaînes de valeur. Donc ça nous a mené en 2015 à publier le premier IPNL au niveau groupe. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'après cette étape de 2015, très vite en 2017, quand on a mis à jour notre stratégie de développement durable, on a défini un objectif de réduction de l'impact IPNL. Donc on est passé d'un objectif qui était d'avoir un IPNL à un moment donné où on avait une approche et une méthode suffisamment robuste pour s'engager à réduire cet impact IPNL donc de 40% à horizon 2025, en prenant 2015 comme baseline, puisque c'était en 2015 qu'on a publié notre premier IPNL. Voilà. Et donc depuis, on continue à faire cet exercice d'IPNL annuellement, à mesurer nos progrès par rapport à cet objectif-là. Et puis, plus récemment, on a travaillé sur une plateforme open source, en fait, parce que ça reflète finalement les questions qu'on a eues dans le chat précédemment. C'est une grosse méthodologie, il faut collecter beaucoup de données, ça prend beaucoup de temps, c'est coûteux. Et puis, finalement, ça intéresse tout le monde, cette mécanique de prix et donc de définition de coefficients par matière. Et donc, on a pris la décision en 2019 de créer une plateforme open source dans laquelle, en fait, on diffuse les coefficients que nous, on a construits et qu'on utilise pour calculer notre IPNL. Donc là-dedans, vous allez retrouver ce qu'on appelle les multipliers, donc les impacts environnementaux par kilogramme de matière ou par process, et la transcription monétaire de ces impacts-là. Donc vous pouvez en déduire assez facilement, par exemple, le coût de la tonne de CO2 qu'on utilise dans notre IPNL, le coût du mètre cube d'eau en fonction du pays, le coût de différents polluants atmosphériques. Et plus récemment, donc cette année, en fait, on a
dans le cadre de l'IPNL 2020, on a rajouté la dernière pièce du puzzle qui manquait au démarrage, qui sont les impacts en fait après la vente, qui sont liés à l'usage et à la fin de vie des produits. Voilà un peu pour notre historique IPNL. Et donc, si on passe à la slide suivante, je voulais revenir sur cette idée de monétisation. Parce qu'effectivement, on peut se poser la question pourquoi on s'embête à aller monétiser les impacts environnementaux, surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas de standards internationaux auxquels on peut se rattacher. Et on a quand même des méthodes qui impliquent une grande incertitude. Mais ça reste quand même très intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est un exemple fictif. Je prends 2 tanneries. J'ai une tannerie A qui est basée en Suisse. J'ai une tannerie B qui est basée en Inde. Alors, il y a pas mal de tanneries. Ce sont des sites qui consomment beaucoup d'eau. Et puis, pour les activités de tannage, vont utiliser beaucoup d'intrants chimiques qui peuvent constituer aussi un impact en termes de pollution de l'eau dans les rejets. Donc voilà, fort impact eau pour ces activités de tannerie. Donc, dans le premier cas, c'est ce que vous voyez à gauche. J'ai une approche classique de reporting environnemental et de mesure de mes impacts qui consiste à suivre finalement quelle va être ma consommation d'eau par an à l'échelle de ma tannerie. Donc, j'ai ma tannerie A qui est basée en Suisse, qui consomme 2 fois plus d'eau annuellement que ma tannerie B qui est basée en Inde. Et donc, si je m'arrête là, effectivement, je peux me dire, bah, tiens, mon impact eau, c'est ma tannerie A, et donc je vais travailler en priorité sur cette tannerie pour mettre en place des dispositifs d'efficacité, d'optimisation, de recyclage de l'eau, etc. Maintenant, si je rajoute ma strate de monétisation, donc c'est bien ça l'idée de l'IPNL, je vais prendre en compte le caractère régional. Et donc le fait que ma tannerie qui est basée en Suisse, il n'y a pas vraiment de problème d'accès à la ressource en eau. Il y a des infrastructures de traitement de l'eau qui sont performants, et donc le fait d'utiliser de l'eau sur les réseaux publics, il y a très peu d'impact finalement sur les populations locales. Alors que la situation est totalement inversée en Inde, où il y a de vrais problèmes d'accès à l'eau, il y a de problèmes aussi de système de traitement d'eau, et donc chaque mètre cube que je vais utiliser pour mon activité industrielle, c'est un risque pour les populations locales de développer un certain nombre de maladies qui seraient liées à l'usage d'eau non potable. Et donc, c'est ça finalement que la mécanique de monétisation va prendre en compte. Et donc, quand je rajoute cette strate de monétisation, je vais avoir finalement ma tannerie A qui ressort beaucoup moins impactante que ma tannerie B. Donc, en fait, la monétisation, elle permet pas seulement de mesurer la consommation d'une ressource environnementale, mais bien de mesurer l'impact sur la société, sur les milieux, de ce changement de variables environnementales. Et donc, c'est hyper important pour nous parce que ça nous permet derrière de prioriser les actions un petit peu différemment et d'être sûr finalement que les politiques qu'on va déterminer derrière et les actions prioritaires, elles visent vraiment les zones et les activités qui génèrent le maximum d'impact environnemental. Si on passe au slide suivant, là, vous avez un petit résumé. Alors, je ne rentre pas dans le détail parce que finalement, chaque catégorie d'impact va avoir une méthode un peu particulière. Et d'ailleurs, je crois que c'est une des questions. Donc, on a pas mal parlé du carbone, mais à travers l'IPNL, on va mesurer l'impact sur le climat, donc au travers des émissions de gaz à effet de serre, l'impact sur l'eau, à travers la consommation d'eau, et aussi à travers la pollution de l'eau. On va mesurer nos impacts en termes de production de déchets. Des impacts aussi sur la pollution de l'air, donc on va mesurer les autres polluants atmosphériques en plus du carbone, et aussi notre impact sur la pollution des sols. Donc on a 6 catégories d'impact au total, et pour chacun de ces impacts-là, on va avoir une mécanique un petit peu différente. Si je reste sur mon exemple eau, ce qu'on mesure finalement, c'est l'impact sur la vie des gens, l'impact sur la santé des gens, et donc comment l'utilisation d'un mètre cube d'eau pour mon activité industrielle va augmenter le risque pour les populations locales, donc d'utiliser une eau qui serait pas potable, et donc de développer un certain nombre de maladies liées à cette consommation d'eau. Et donc ce qu'on va mesurer derrière, c'est comment ça va impacter la santé des gens, et donc quel est le coût sociétal de cet impact sur la société. Et donc il y a d'autres catégories de coûts qu'on va considérer là-dedans, notamment des coûts de production sur les activités agricoles, par exemple, ou sur le carbone, qui est le plus facile, on va dire, en tout cas le plus documenté, le coût sociétal du carbone.
Voilà, donc ça c'est pour c'était la petite parenthèse sur la partie valuation. Et donc si on avance au slide suivant, c'est un résumé de la façon dont on a construit l'IPNL chez Kering. Alors, je n'entre pas complètement dans les détails, sinon on pourrait passer des heures, mais peut-être premier point important, très rapidement, après avoir galéré avec des fichiers Excel dans tous les sens, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument avoir un système informatique qui permette de gérer cette activité donc, de consolidation, de remontée des données, de processus de calcul. Donc, au même titre que la finance a son outil de consolidation, on a mis en place un outil aussi de consolidation sur la donnée environnementale, sur l'IPNL. Et donc cet outil-là, finalement, il va gérer trois principaux flux d'informations, trois principaux flux de données. Pour le tier 0, donc pour nos opérations, on l'a vu, il y a une obligation réglementaire qui va nous obliger finalement à transmettre, à diffuser ces données environnementales dans notre document d'enregistrement universel. Tout ça aussi donne lieu à des audits. Donc, si vous voulez, c'est facile le tier 0 puisqu'on a déjà un dispositif de reporting environnemental où on collecte directement les consommations d'énergie, les consommations d'eau, la production de déchets sur l'ensemble de nos sites, donc sur l'ensemble de nos boutiques, sur l'ensemble de nos sites industriels, sur l'ensemble de nos bureaux. Et donc, le flux d'informations, il consiste à collecter ces données-là en direct. Il y a un deuxième flux d'informations qui cette fois-ci vient plutôt de nos fournisseurs et qui vont nous permettre de calculer les impacts du tier 1 et tier 2. Donc là, on est en dehors du périmètre juridique Kering, on est chez nos fournisseurs, et là-dessus, ce qu'on fait, en fait, c'est une collecte de données, donc finalement, on collecte des choses assez similaires que ce qu'on fait sur nos sites à nous, mais cette fois-ci, on va demander à nos fournisseurs quelles sont leurs activités, quels sont leurs consos d'énergie, leur type d'énergie, leur conso d'eau, leur conso de déchets, et puis leurs données d'activité, donc finalement les unités produites ou un chiffre d'affaires. Et à partir de ça, on va construire des coefficients qui sont par euro dépensé, puisque une donnée qu'on suit assez facilement auprès de nos maisons, c'est combien j'ai dépensé auprès d'un certain type de fournisseur par pays, par business unit. Et donc ces coefficients-là vont nous permettre de multiplier les dépenses qui sont réalisées auprès de différents types de fournisseurs par nos maisons, et donc de multiplier ça par ces coefficients qui vont nous donner à la fin des impacts environnementaux qui sont liés donc à cet usage de fournisseurs pour les tiers 1 et les tiers 2. Troisième flux de données, pour le tier 3, tier 4, alors c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est très loin de... Voilà, c'est des gens à qui on n'a pas à faire tous les jours, c'est des éleveurs, c'est des activités d'extraction minière. Donc voilà, on a peu de relations avec eux et c'est beaucoup plus dur d'aller collecter de la donnée spécifiquement auprès de ces acteurs-là. On n'a pas de contrat qui nous lie à ces personnes-là. Donc là, on a vraiment un mix de sources de données. On va aller piocher dans des bases de données ACV, donc des analyses de cycle de vie qui donnent des impacts environnementaux sur le cycle de vie d'une matière, d'un produit, à travers différentes étapes de transformation. De manière un peu spécifique quand même, parce qu'il y a des matières qui sont pour le luxe, il y a des process qui sont clés pour le luxe, donc de manière ponctuelle comme ça, on va aller collecter de la donnée primaire ou mener une étude un peu spécifique pour enrichir ces bases de données ACV, puisque le problème de ces bases de données ACV, c'est qu'elles sont très génériques. Si je prends un exemple, j'ai une super ACV qui regarde l'impact de la culture du coton en Inde. Si moi je source du coton de la Turquie et des US, finalement ça m'intéresse moyennement. Donc on a construit une mécanique comme ça qui permet de partir d'une ACV sur un certain nombre de critères. Est-ce que c'est ancien? Est-ce que c'était revu par des experts? Donc, qui donne finalement quelle est la qualité de cette étude générique. Et puis, en fait, on va l'adapter à la réalité de notre supply chain. Donc, si je pars de cette étude qui regarde la culture du coton en Inde, j'ai un certain nombre d'étapes qui va me permettre donc, de par exemple l'impact CO2, et donc de rajouter l'impact CO2 en prenant en compte mon vrai pays de sourcing si je source mon coton de Turquie et pas d'Inde. Donc j'ai une mécanique comme ça qui va me permettre finalement de régionaliser et d'adapter ma donnée générique à quelque chose de plus spécifique à nos supply chains. Et donc dans le cas du tier 3 et tier 4, on développe des coefficients, des multipliers, qui sont cette fois-ci pas par euro dépensé, mais qui sont en fonction des volumes de matière qu'on utilise. Et donc, ce qu'on collecte auprès de nos maisons, c'est les mètres carrés de cuir qu'ils ont utilisés sur l'année de production, la composition des différentes lignes de produits, les mètres de tissu, etc. Voilà.
à l'étape de ces 3 flux d'informations-là, j'ai mon impact environnemental global, donc j'ai mes tonnes de CO2, mes mètres cubes d'eau, etc. Puis je rajoute mes coefficients de monétisation. Ces coefficients de monétisation-là, vous le voyez, on les prend tels quels, c'est-à-dire que il faut être un économiste de l'environnement, il faut quand même un profil assez spécifique, et ce n'est pas quelque chose qu'on a dans nos équipes. Donc cette partie-là a été confiée depuis le début aux équipes de PwC, et en particulier aux équipes à Londres, qui ont donc des spécificités, qu'on le savoir pour développer ce genre de choses. Et comme le disait Olivier, aujourd'hui, on a un certain nombre d'acteurs qui travaillent sur l'harmonisation de ces valuation coefficients. Ça, effectivement, c'est quelque chose de très intéressant. Et donc, dernière étape, c'est une multiplication assez simple. On va multiplier mes impacts environnementaux par mes valuation coefficients, qui sont spécifiques à chaque région et chaque pays, évidemment. Et en bout de course, j'ai mon IPNL. Donc, si on passe à la slide suivante, on voit un petit peu qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes de résultats et d'enseignements. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un corpus de données qui est quand même assez énorme, et donc on peut jouer avec tout ça pour déterminer un certain nombre de graphiques, un certain nombre d'outils qui vont accompagner nos maisons dans l'amélioration de leur IPNL. Alors, ce que vous voyez sur la gauche, on retrouve finalement le petit graphique qui nous donne, qui segmente notre supply chain, où on retrouve les différents tiers en colonne. En ligne, on a nos 6 catégories d'impacts environnementaux, et puis au bout des lignes et des colonnes, on a l'impact IPNL monétisé. Et qu'est-ce que ça pèse au total? Donc ça, c'est intéressant, ça nous a permis de voir finalement assez rapidement que le gros de l'impact environnemental, il n'est pas drivé par nos activités à nous, parce qu'on possède en direct, mais bien par nos supply chain. Donc finalement, il y a un vrai intérêt à avoir un outil qui va au-delà du périmètre réglementaire pour être capable de mesurer son impact global, et en fonction de ça, prioriser ses actions. Effectivement, quand on est un acteur comme Kering, le gros de l'impact, il va se situer très en amont de la supply chain, et notamment dans les activités agricoles. Donc, en termes de priorisation derrière, on va avoir un gros focus sur le sourcing, sur les matières qu'on utilise, sur le cuir, sur les métaux. Est-ce qu'on peut intégrer des métaux recyclés, des alternatives au cuir, par exemple, parce que ça va générer vraiment le gros de l'impact en termes de conversion des sols. Donc, c'est la grosse bulle verte que vous voyez, et en termes d'émissions que vous voyez. Sur la droite, on suit finalement notre objectif Horizon 2025. Donc, en haut, vous avez l'évolution du chiffre d'affaires, et en bas, vous avez l'évolution de l'intensité IPNL, donc des euros d'impact environnemental, des euros de chiffre d'affaires. Et en pointillé, courbe théorique qui nous permet d'atteindre à horizon 2025 une réduction de 40% de cette intensité IPNL. Donc ça, c'est un exemple de la façon dont on suit nos progrès par rapport à cet objectif-là. Évidemment, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on publie au niveau groupe, donc au niveau consolidé, mais on a un suivi beaucoup plus fin, beaucoup plus précis avec l'ensemble de nos maisons, plusieurs fois dans l'année, pour les accompagner justement dans cette réduction de leurs impacts environnementaux. Si on passe au slide suivant, j'ai beaucoup parlé de priorisation, de comment l'IPNL, ça nous aide finalement à déterminer les priorités d'action, et ce graphe-là, il est intéressant. Alors, en haut, vous avez les impacts par famille de matières une fois qu'on a monétisé ces impacts environnementaux, donc en euros IPNL, et puis en bas, vous avez les quantités qu'on utilise pour une année de production. Alors, sans surprise, le cuir, c'est la première barre, c'est priorité numéro 1, parce qu'on utilise énormément de cuir, et à la fois, c'est quelque chose qui est assez intensif en termes d'impact environnementaux à produire. Mais derrière, j'ai d'autres types de matières qui vont générer de forts impacts environnementaux pour finalement des volumes beaucoup plus modestes. C'est le cas du numéro 2, donc Animal Fibers. Là-dessus, vous avez tout ce qui est laine, et en particulier les laines précieuses comme le mohair, le cachemire, qu'on utilise beaucoup. Et donc là-dessus, c'est hyper intéressant en termes de priorisation, puisque si j'agis sur des volumes assez limités, je peux avoir un impact quand même significatif sur la réduction de mon empreinte environnementale. Même chose sur les métaux, l'or recyclé, tout ce qu'on va pouvoir faire sur la réduction des métaux. On s'attaque à des petites quantités, mais on peut avoir de fortes valorisations sur notre empreinte environnementale. Et à l'inverse,
tout ce qui tombe dans le packaging, donc tout ce qui est papier et carton, on utilise effectivement de gros volumes, mais l'impact environnemental est quand même assez limité. Donc, tout ça permet justement de redistribuer un petit peu les cartes sur nos actions et finalement avoir une façon factuelle, documentée et quantitative de prioriser nos actions et donc de suivre nos progrès dans la nature. Voilà. Si on passe au slide suivant. Voilà, ce graphique est peut-être un peu compliqué, mais en fait, ce que je voulais vous expliquer, et je suis sûr que c'est quelque chose qui sera intéressant pour vous, c'est la façon dont on l'utilise tous les jours dans notre entité, cet outil PNL. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on peut utiliser à la fois d'un côté très macro, très stratégique, notamment avec le board, où on a un comité de développement durable. Et donc ça, c'est bien parce que voilà, c'est en quelques chiffres, on voit l'impact environnemental. Si demain, il y a une taxe, qu'est-ce que ça peut représenter? On peut comparer ça à un chiffre d'affaires. Donc on peut vraiment suivre finalement un trend très long terme et très macro sur l'amélioration de notre empreinte environnementale. Et puis, au niveau corporate, donc au niveau Kering, nous, on sert de cet IPNL, on l'a vu pour définir nos stratégies, pour définir des objectifs. On va se servir d'autres inputs, méthodos notamment, comme les Science-Based Targets, pour voir voilà, comment on peut rentrer cet objectif climat dans les objectifs IPNL globaux. Et puis, au niveau développement durable, nous, on va travailler à travers cet IPNL avec les différentes maisons, alors à différents niveaux. À un niveau comité de direction, dans des business reviews, où en fait, on va voir avec eux donc, où ils en sont par rapport à l'atteinte des objectifs. Puis on va pouvoir aussi discuter de quel support ils pourraient avoir besoin sur l'atteinte de l'objectif IPNL s'ils sont un petit peu off. Et puis, voilà, ce sont des business reviews. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois le financier et le non financier. Donc, on a, si on a une action, par exemple, qui vise à augmenter les quantités de coton biologique dans les collections, on peut avoir un surcoût par rapport à ce coton-là. Et donc, on peut tout de suite comparer quel est l'intérêt de ce surcoût financier par rapport à la réduction de mon euro IPNL. Donc on a vraiment des décisions très business qui peuvent être prises à l'occasion de ces réunions-là, donc qui sont bisannuelles. Et puis à un niveau un peu moins macro, on va, nous, au développement durable, échanger de manière assez régulière avec les équipes développement produit, avec les équipes achats, et bien sûr les équipes développement durable, sur comment je transcris cette mécanique IPNL en outil très opérationnel pour les différents métiers, pour prendre des décisions au jour le jour. Donc voilà, j'ai besoin d'acheter du cuir dans le cadre de ma nouvelle collection. Est-ce que je dois absolument utiliser du cuir? Si oui, est-ce que je vais utiliser du cuir bovin ou d'autres types de cuir? En regardant à chaque fois la perspective impact environnemental. Et donc nous, on développe ce genre d'outils pour que l'ensemble des équipes puissent finalement mesurer au jour le jour qu'est-ce que ça va peser d'un point de vue environnemental. Et donc il y a le volet matière, donc comment on peut faire varier le curseur de matière pour réduire notre impact environnemental. Et il y a le volet sourcing. Donc, une fois que j'ai choisi ma matière, est-ce que je vais sourcer de tel ou tel pays? Il y a le volet fournisseur. Donc, voilà, nous, on va développer l'ensemble des outils pour leur permettre de faire ces décisions-là. Si on passe au slide suivant. Voilà. Aujourd'hui, et Olivier l'a bien décrit, l'IPNL ou la comptabilité même on va dire multi-capital, parce que là on parle du volet environnemental, mais il y a les mêmes démarches sur les volets sociaux-sociétaux. Donc aujourd'hui, ça intéresse beaucoup d'acteurs privés, parce que voilà, c'est un outil de management qui est quand même hyper intéressant. Ça intéresse de plus en plus d'acteurs institutionnels, dans voilà, des politiques d'investissement, dans des politiques publiques, et ça intéresse aussi au plus haut point les investisseurs, puisque ils ont eux aussi le spectre de réglementation qui vont leur demander de transcrire finalement leur participation financière en impact environnementaux et sociaux. Donc c'est quelque chose qu'ils aimeraient utiliser et c'est quelque chose aussi qu'ils aimeraient faire reporter sur les sociétés dans lesquelles ils investissent, puisque pour comparer voilà, le risque d'investir dans une société plutôt qu'une autre, il y a la donnée financière qui est présente, mais la donnée extra-financière aujourd'hui, elle n'est pas traitée sous forme d'IPNL monétisé. Et donc, l'acteur qui est revenu pas mal ce matin dans la discussion, c'est la Value Balancing Alliance, VBA, vous avez le petit logo là,
Et eux, leur ambition, justement, c'est de mettre autour de la table ces différents acteurs et aussi les consultants qui travaillent sur ce genre de méthodologie de monétisation des impacts environnementaux, sociaux, etc., pour obtenir un consensus et pour obtenir aussi une harmonisation des démarches, pour qu'à terme, chaque acteur qui veut mettre en place ce type de méthodologie puisse aller piocher dans une base de données qui sera publique. Est-ce qu'elle sera payante ou pas, ça, l'histoire nous dira, mais voilà, que chacun puisse utiliser finalement les mêmes coefficients, puisque aujourd'hui, quelqu'un comme Philips qui fait aussi un IPNL va peut-être utiliser des coefficients différents des nôtres. Et donc, effectivement, si je veux comparer l'impact Philips versus Kering, c'est un peu plus compliqué. Et même, je dirais, deux acteurs d'une même industrie, on peut avoir des choix méthodologiques très différents. Et donc, ça nous amène à des impacts environnementaux très, très différents. Donc, c'est un problème pour les investisseurs en termes de comparaison. Ce n'est pas un problème en interne, puisque pour nous, finalement, on est très... OK avec ce choix-là, puisque finalement, ce qu'on fait, c'est on se compare sur une méthodologie comparable d'une année par rapport à une autre. C'est-à-dire que tous les ans, finalement, on va faire des progrès dans la méthode, on va faire des progrès sur les données qu'on collecte pour être plus précis. Et donc, finalement, nos impacts environnementaux, nos coefficients vont évoluer d'une année par rapport à une autre. Et ce qu'on fait, c'est que chaque année, finalement, on recalcule les années précédentes à méthodologie constante pour que nos progrès par rapport à la baseline 2015 soient toujours comparables. Donc, finalement, même s'il y a de l'incertitude, etc., même si on sait qu'on n'est pas forcément les plus précis sur la mesure d'un impact environnemental, on sait qu'on le mesure exactement pareil, que ce soit entre 2020 et 2015. Et donc, par rapport à ça, on peut vraiment mesurer nos progrès, même si on a une baseline qui est un peu biaisée au départ. Donc ça, c'est hyper important à garder en tête quand on se lance dans ce genre d'initiative. Voilà, si on passe à la suite. Voilà, et donc là, je crois qu'on a 3 dernières slides. Je vous ai mis donc le lien sur cette fameuse plateforme open source qu'on a publiée depuis 2020. C'est intéressant parce que justement, ça permet de voir qu'est-ce qu'on peut faire de sympathique à l'externe en s'appuyant sur les données qu'on a mis en place dans le cadre de l'IPNL. Et puis, là-dessus, en fait, vous avez différents volets dans cette plateforme-là. Vous avez une première partie, et c'est ce qu'on voit à l'écran, qui permet finalement de naviguer, d'expliquer, nous, de manière assez pédagogique et interactive, qu'est-ce qui va driver l'impact de Kering sur une année d'activité. Et donc, c'est ce que vous voyez là. Et donc, on peut descendre à un niveau matière, à un niveau process, à un niveau tiers de la supply chain, à un niveau business unit. Et on peut voir aussi un niveau géographique, donc pour un pays donné, pour l'Italie par exemple, on voit que ça ressort quand même assez fortement. Qu'est-ce qui va driver l'impact en Italie? Est-ce que c'est plutôt l'activité manufacture? Est-ce que c'est le sourcing du cuir? Est-ce que c'est la tannerie? Donc ça permet finalement de partager de manière très transparente et assez dynamique ce qui fait l'impact environnemental de Kering pour une année donnée. Et puis si on passe au slide suivant, on a une deuxième partie dans cette plateforme open source qui permet cette fois-ci de partager avec tout le monde les coefficients qu'on a construits. Donc là, vous avez des coefficients en impact environnementaux et en euros d'impact environnementaux par kilogramme de matière. Et donc pour une matière donnée, on peut voir assez facilement, puisqu'on fait, on compare sur une unité équivalente, donc 1 kg de laine avec 1 kg de coton avec 1 kg d'autre chose. Et puis, à l'échelle d'une matière, on peut voir aussi quelle est la différence entre sourcer 1 kg de laine d'Australie versus Nouvelle-Zélande versus Chine. Et donc, on voit la dimension justement de monétisation qui rentre en jeu. Et on voit tout de suite comment on peut prendre des choix de sourcing, de matière pour améliorer notre impact environnemental. Et c'est bien ça qu'on utilise en interne pour aider les différentes équipes. Et puis sur la dernière slide, je pense que vous avez... voilà, donc ça c'est la partie geek finalement qui transcrit ce qu'on a vu précédemment, toujours sur la plateforme, donc tout ça c'est public. La partie data finalement permet d'accéder à toutes ces données sous forme tabulaire qu'on peut extraire sous forme d'API, etc. et réutiliser derrière sur des apps, sur des mécaniques de calcul ou autres. Voilà, et je pense que j'ai fait le tour. Super. Top. Je veux remercier beaucoup Seb et Françoise, non pas juste, Françoise Xavier, d'avoir non pas juste seulement partagé avec nous aujourd'hui, mais pour la mise à disposition en fait de cette information open sourcing
je pense qu'en fait, c'est le futur sur lequel nous avons besoin en fait, de tous travailler ensemble parce que on sait tellement que ça prend des ressources, que nous n'avons pas toutes les mêmes compétences. Donc, je vous remercie profondément pour cette générosité de Kering et de votre projet. Super. Mais c'est intéressant pour nous aussi parce que quand on met en ligne ce genre d'informations, derrière, on va avoir des experts ou d'autres acteurs qui vont venir nous voir en disant bah, tiens, c'est quand même bizarre votre coefficient là pour le coton, sur tel pays il est quand même un peu bizarre. Nous, on a tel chiffre et donc ça permet aussi de partager. On ne dit pas que nos données sont la référence et que c'est absolument les meilleures. C'est ce qu'on a pu calculer et derrière, c'est intéressant aussi pour nous d'être un peu challengé là-dessus ou d'avoir des acteurs qui nous transmettent des choses beaucoup plus précises qu'on va pouvoir implémenter derrière. Merci. Je suis juste en train de lire les questions. Je vais passer, si c'est possible, à Anne-Céline qui a posé la question parce que je pense que nous avons déjà la réponse de ces questions-là. Je crois dans mon Regarde les questions les plus récentes. Tu peux faire un tri en voyant les questions les plus récentes. Alors, il y a une question il y a plusieurs questions autour de l'organisation que vous avez en interne chez Kering pour pouvoir réaliser tous ces travaux. Et d'ailleurs, Olivier, vous disiez tout à l'heure que dans les enseignements, il y avait un enseignement autour du temps à dédier en interne dans les entreprises pour pouvoir réaliser ces travaux. Donc, il y a des questions autour de combien de personnes contribuent. Est-ce que ces personnes sont plutôt en direction financière ou plutôt dans la direction développement durable? Quels sont les profils? Quels sont les métiers de l'entreprise qui contribuent? Alors, en termes d'organisation, pour l'instant, le volet PNL, il situe plutôt la direction développement durable, même si on a de plus en plus d'interactions avec nos collègues côté finance. Pour donner un petit peu les chiffres, on est une quinzaine de personnes au total côté développement durable. Sur la partie purement PNL, reporting, mesure de la performance, on est une équipe assez modeste de 4 personnes. Mais voilà, on parle d'un IPNL qu'on fait depuis déjà 5-6 ans. Et donc l'investissement les premières années était beaucoup plus important avec cette fois-ci beaucoup de supports externes qu'on a dû aller chercher, notamment auprès de consultants. Après, la force qu'on a, c'est que depuis le début, on a appuyé pour avoir aussi des relais côté marque. Donc, il y a une équipe centrale qui est assez étoffée, et ça, c'est super. Mais surtout, dans chacune des marques, on va avoir aussi une équipe dédiée. Alors, pour les petites marques, ça peut être qu'une ou deux personnes. Pour les marques beaucoup plus importantes comme Gucci, c'est une équipe entière. Et donc, voilà, ça, c'est hyper important quand même parce qu'on a des outils, c'est bien, et on peut avoir les meilleurs outils, mais si derrière, il n'y a personne pour se servir des enseignements et puis implémenter les actions qu'on peut isoler, on n'avance pas. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces relais-là. Cathy, tu veux prendre la deuxième question? Oui, j'ai la question de Bénédicte concernant l'organisation, plutôt la structure interne, et je vois que ça m'intéresse bien aussi, la question. Alors, on vient de l'évoquer du coup. C'est la question qu'on vient de prendre en fait. Pour la partie direction financière. Donc plutôt en équipe développement durable, c'est ce que nous a dit François-Xavier. C'est ça, oui, tout à fait. Ouais. Et juste approfondir, en fait, quelle est votre interaction en fait avec l'équipe financière? Est-ce que je ne sais pas, il vous intéresse aussi de l'animation là-dessus par rapport à cette équipe, ou est-ce que ça reste quand même très à part? L'équipe, alors les interactions qu'il y a eu avec l'équipe financière, il y en a beaucoup quand on a développé les systèmes informatiques, puisqu'en fait on a voulu finalement s'appuyer sur les mêmes outils informatiques et puis bénéficier de leur expérience aussi, parce que finalement on a les mêmes enjeux de collecte et de consolidation de la donnée, même si on ne collecte pas des euros en entrée ou des dépenses, on collecte des tonnes de CO2, etc. Mais c'est un peu la même chose finalement, la même mécanique. Donc on a eu beaucoup d'échanges avec eux. C'est vrai qu'aujourd'hui le gros des échanges, il ne se situe pas forcément au niveau de la mécanique IPNL, mais plutôt avec la partie relations investisseurs, sur tous les sujets ESG de manière un petit peu générale. Et puis, alors pas forcément avec la finance, mais plutôt avec les équipes CODIR, quand on est sur de la business review, donc quand on est sur la décision business qui implique des investissements, nous on peut amener justement cette expérience IPNL et de combien un projet va permettre de réduire l'impact IPNL, parce que ça on peut le mesurer,
et quel est l'investissement à mettre en face. Et de ce fait, on peut être amené à prendre des décisions comme ça, voir qu'est-ce qui fait sens en termes de balance purement financière et le euro IPNL. Super, merci beaucoup pour l'approfondissement sur la question. Et du coup, ça répondait aussi à une autre question qui était est-ce que ça sert aussi en pilotage des investissements? Et donc, Parfait. oui. Bien du coup. Et j'ai vu qu'il y avait une question sur le coût de la tonne de CO2, parce qu'on en a pas mal parlé. Nous, on est à 86,40 € la tonne de CO2, c'est très précis. Au-delà du chiffre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 ans, on était à 92 € et il y a encore 3 ans avant, on était à 75 €. En fait, sur une fréquence à peu près tous les 3 ans, on revoit comme ça, on met à jour nos coefficients de monétisation, et donc sur des règles purement financières aussi. Et ça, c'est important, parce que malheureusement, le sujet changement climatique ne s'est pas forcément amélioré, comme l'a présenté Olivier. Et donc, chaque tonne de CO2 que j'émets dans l'atmosphère aujourd'hui va avoir finalement plus d'impact. Et donc, je pense que c'est intéressant aussi à une fréquence tous les 3 ans, parce que c'est une mécanique assez lourde, donc il n'y a pas forcément intérêt de le faire tous les ans, mais voilà, tous les 3 ans, de reprendre comme ça ce jeu de coefficients, des fois, ça peut faire varier ses priorités. Et donc, c'est bien de garder ça en tête. Merci pour la réponse. On a le temps pour une question encore, Katie, ou... Nous avons encore pour une dernière question, oui. Alors, on voit que Stéphane est très heureux de cette valeur. Merci beaucoup. Super. Alors, il y avait aussi une question sur la priorisation des domaines d'impact. Donc, vous avez montré là dans vos graphiques qu'est-ce qui émet de l'impact entre les différentes natures de produits, je dirais. Oui. Et puis la partie de la chaîne de valeur. Mais là, du coup, la question, c'est plutôt entre impact biodiversité, GES, tout ça. Qu'est-ce qui comment vous ciblez en fait vos priorités? Justement, ce qui est intéressant avec le fait de monétiser, c'est qu'à la fin, j'ai un impact en euros. Et cet impact en euros, finalement, il recouvre mes 6 catégories d'indicateurs. Donc, c'est le premier angle en fait, de priorisation. Donc, on regarde déjà l'impact total et après, on va descendre au niveau inférieur. Donc, qu'est-ce qui drive prioritairement cet impact? Est-ce que c'est l'impact land use biodiversité? Est-ce que c'est le CO2? Mais justement, la clé d'entrée, elle n'est pas monocritère, elle est déjà multicritère. Donc, ça, c'est intéressant. Après, évidemment, une fois qu'on descend à la strate inférieure, une fois qu'on regarde finalement qu'est-ce qui pèse le plus en termes de process, en termes de sourcing, en termes de matière. Clairement, on utilise beaucoup de ressources naturelles et surtout issues de l'agriculture. Donc voilà, biodiversité, transformation des sols, émissions de gaz à effet de serre, c'est de loin ce qui est prioritaire pour nous. Après, sur les activités horlogerie, joaillerie, évidemment, on a beaucoup de métaux. Donc là-dessus, on va plutôt avoir des impacts sur la pollution et la consommation d'eau. On va avoir un profil d'impact un peu différent. Mais à l'échelle de groupe, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très, très concentré sur ces activités agricoles et d'où aussi récemment le lancement d'un fonds pour l'agriculture régénérative. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié les impacts, une fois qu'on voit finalement qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ces impacts-là, il peut y avoir un problème aussi de disponibilité d'une ressource moins impactante. Et donc, toutes ces matières issues d'agriculture régénérative ou des matières moins impactantes, aujourd'hui, elles sont produites à une échelle microscopique. Donc, il y a aussi un intérêt pour nous d'aller encourager la production en suivant des règles d'agriculture régénérative, par exemple, pour que derrière, on puisse avoir plus de matières qu'on puisse utiliser en plus grande quantité, et ce sont des matières qui sont moins impactantes à produire et qui vont in fine nous aider à réduire notre IPNL. Merci beaucoup pour la réponse. Je propose, peut-être on aurait le temps pour revenir à la fin s'il y a les dernières questions, mais pour donner le microphone maintenant, on va tous remercier François Xavier et on va passer le microphone à Carole de chez Fashion Cubed. Bonjour. Bonjour Carole, je vais juste reprendre la main avec la présentation au moment que tu se vois. Je vais en profiter juste pour me présenter. Donc moi, je travaille chez Fashion Cube. Fashion Cube, c'est un écosystème de 6 marques donc, qui intègrent Jules, Pinky, Orsay, Grain de Malice, Rouge-Gorge et Bisbee.
Et je suis en charge de la RSE et de la conformité. Donc, Fashion Cube, cet écosystème, il date de 2017. Et en fait, on a les 6 marques ont une maturité un peu différente. Et on a voulu faire un premier exercice pour voir quels étaient les points sur lesquels il fallait qu'on appuie, sur lesquels il fallait qu'on se fixe des objectifs afin de se mettre dans une démarche de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la COP 21. Et donc, on a lancé un mini-PNL. J'espère que vous m'entendez, il y a des travaux à côté, il suffit que je commence à parler pour qu'il fasse du bruit. Hop, je vais mettre mes micros. Donc, Cathy, tu peux peut-être passer à la première slide. Donc, dans cette première approche de notre impact, donc on est parti sur la méthodologie que vous avez vue en détail avec PwC et avec Kering. Donc, on n'a pas été inventer de nouvelles méthodes, on a utilisé la leur et on s'est appuyé sur l'expertise de PwC pour avancer. Donc, avec évidemment une nécessité, c'était la première fois qu'on allait rechercher des données consolidées sur nos quantités exactes de matière, sur leur origine, etc. Donc, évidemment, un exercice un petit peu compliqué au début. Donc, évidemment, une nécessité de mettre en place un certain nombre d'approximations, de limitations. Et donc, on a réduit ou supprimé certains éléments qui n'étaient pas disponibles, du type le transport entre les différentes étapes de production avant nos fournisseurs directs. On n'a pas pris en compte non plus la fin de vie de nos produits. On avait du mal à faire encore la distinction entre un coton bio, un coton BCI, donc par souci de justesse, on n'a pris que du coton conventionnel. Donc, un certain nombre d'approximations pour nous permettre d'avoir une première valeur qui puisse nous servir d'étalon, mais tout en sachant que voilà, ce n'était pas évidemment totalement exact. Donc, si on passe à la slide suivante, ça nous donne un coût euro en fait pour l'environnement et la société qui est de 2,29 € par pièce mise sur le marché. Donc, on a un nombre de pièces et un coût pour la planète et ça nous donne un coût euro par pièce. Donc, c'est potentiellement une base qui peut nous servir pour vérifier notre évolution d'une année sur l'autre. Si on regarde un peu en détail, slide suivante, ce que ça signifie, donc nos impacts principaux sont nos émissions de gaz à effet de serre et en deuxième lieu, notre consommation d'eau. Donc, quand on voit ces différents impacts, évidemment, on se dit qu'il faut se concentrer sur les deux premiers qui correspondent à 72% des impacts. Ça ne veut pas dire que les autres, on les laisse, mais quand on voit l'immensité des challenges, autant en faire quelques-uns et correctement. On peut passer à la slide suivante. On est remonté aussi dans notre chaîne, une fois qu'on a ces éléments, pour voir quelles étaient les étapes de notre chaîne d'approvisionnement qui étaient les plus impactantes. Et donc, c'est la production de la matière première, notre tier 4, et ensuite la production de la matière, du tissu qui sera utilisé dans les vêtements que nous vendrons en magasin. Donc, c'est le tier 4 et le tier 2 sur lesquels on va mettre en place
où on a mis en place des objectifs spécifiques de réduction. On peut passer à la slide suivante. Et quand on parle de matières premières, évidemment, on utilise différents types de matières premières, mais avec le coton et le polyester, on est à plus de 60% des matières qu'on utilise. Donc, c'est sur le coton et le polyester qu'on va mettre en place des programmes ou des projets qui feront la différence pour notre chaîne et seront en capacité de réduire nos impacts. Slide suivante. Ce que ça signifie pour nous aujourd'hui, donc on s'intéresse plus à notre tir 4 et à notre tir 2. Donc on a pris un objectif de 100% de matière recyclée d'ici 2030. C'est ambitieux, c'est même potentiellement un petit peu utopique aujourd'hui quand on connaît ce que l'industrie est capable de faire, mais il y a une évolution tellement rapide que ça reste possible. Et puis, sur le tire-tout, là, on travaille directement en fait avec nos fournisseurs de matière qu'on nomine désormais, et donc on peut, dans ce cas-là, consolider nos fournisseurs de matière et réussir à mettre en place des partenariats visant à réduire de manière drastique leur consommation, notamment leur consommation d'eau. On a un projet avec ces fournisseurs de sensibilisation à l'utilisation des produits chimiques, de retrait des produits chimiques qui sont interdits, parce que finalement, on réalise qu'il reste des produits chimiques interdits dans notre chaîne d'appro, et puis ensuite de formation et de réduction. Donc, en fait, cette IPNL qu'on a réalisée il y a 2 ans nous a permis de définir les grands axes de notre ambition. Maintenant, si je devais aujourd'hui faire un retour sur les points positifs et les points plus négatifs ou d'amélioration de cet exercice, ça a été très positif pour identifier les points sur lesquels il fallait qu'on travaille. Très positif aussi pour avoir une première approche avec notre direction et pour les sensibiliser à cette notion d'impact CO2, d'impact sur l'eau. C'était la première fois qu'on adressait ce sujet avec eux. Aussi, donc, une première approche quantifiée. On savait bien qu'il y avait un impact production de matières premières, mais de là à identifier en fait la masse par rapport aux autres, on n'avait pas du tout cette approche-là. Et puis, c'est intéressant aussi parce qu'on s'adresse à tout type de collaborateurs en interne. L'approche carbone est parfois un petit peu compliquée et on peut considérer qu'elle est que pour les personnes de la RSE ou en charge de ces sujets-là, donc peut-être un petit peu à la marge. Quand on parle d'euros, souvent ça parle un peu plus. Et donc, ça a vraiment permis de bouger les lignes et de se mettre en marche. Ensuite, je vous le disais au début, c'est un exercice pas évident. On n'avait aucun outil commun à nos 6 marques, quand d'ailleurs les marques avaient des outils de collecte des données en interne. Donc, le sujet de la disponibilité des données a été un peu lourd. Et ça nous a obligés à avoir une approche très macro, plutôt dans les grandes masses,
Sachant que, bon, on n'a pas cherché à être exact parce que dans ce cas-là, on aurait mis des mois, voire des années à le faire, mais donc à être juste et avoir les bonnes proportions de quantité. Voilà globalement donc du positif et du négatif, là où on en est aujourd'hui sur l'IPNL. Donc cet exercice, il a été fait sur les données 2018. Cette difficulté d'obtention des données nous a peut-être forcé, tant qu'on n'a pas construit des outils suffisamment fiables, on a réduit notre ambition, donc on s'est attaqué à la question de notre bilan carbone. Hein. Alors, on était peut-être censé l'avoir déjà, mais maintenant, en tout cas, on a des bilans carbone pour chacune de nos marques. Donc, ce qui nous a permis de préciser un peu cette roadmap qu'on avait mise en place et que là, pour le coup, on peut suivre de manière annuelle. C'est un exercice qu'on n'aurait pas pu faire seul. Hein. Je pense que être accompagné était nécessaire. Et puis voilà, l'IPNL pour nous, ça a été vraiment le pied dans l'étrier pour commencer à attaquer de manière quantifiée ce sujet de notre impact sociétal et mettre en place une ambition et des objectifs quantifiés. Merci beaucoup, Carole. Merci d'avoir partagé avec nous. Là, je vais trouver une pin et on va revoir les questions. Je ne sais pas si Anne-Céline, tu as pu regarder pendant la présentation. Oui, il n'y a pas de nouvelles questions à ce stade. Alors, n'hésitez pas, c'est le bon moment. C'est la dernière session de questions-réponses qu'on a. Je pense qu'il y avait une question concernant la périodicité. De questions dont on avait peut-être déjà un peu répondu lors de la présentation, mais je pense que c'était plutôt une question pour François Xavier pour savoir si vous avez réussi d'avoir un suivi de données plutôt mensuelles. On aimerait, oui, on adorerait avoir un suivi mensuel. Aujourd'hui, c'est compliqué, donc on reste à l'échelle annuelle de production. Mais voilà, l'idée, c'est de commencer à mettre en place les outils, se rapprocher de plus en plus de l'exercice financier, donc à la fois sur le timing de production et puis à la fois sur la consolidation. Donc je pense qu'on va se diriger vers peut-être du semestriel, puis du trimestriel. Mais mensuel, je ne pense pas que c'est quelque chose qui soit l'objectif aujourd'hui. Merci pour la réponse. Alors, je vais juste regarder vite s'il y a des autres questions que nous n'avons pas encore répondues. J'ai vu qu'il y avait une question sur la méthode CARE à un moment donné qui passait sur le capital social. Bon, j'essaie de trouver. Ouais, elle était tout au début. Alors, c'était Bénédicte qui disait « Je vois que dans CARE, il s'agit du capital naturel et humain. Quel type d'impact humain embarque-t-on » Du coup, sur ces aspects-là, donc il y a l'aspect social. Donc là, il y a la rémunération décente des salariés, des aspects formation également, et des accueils de stagiaires. Voilà, ce sont les plus gros postes. Après, il y a des aspects sociétaux et patrimoniaux, mais là, je n'ai pas le détail de comment identifier ça. Je vais prendre alors les questions de Rémi. Je pense que c'est une question pour François Xavier, mais aussi peut-être pour Carole. Et je peux aussi répondre pour des questions si ça vous intéresse. C'est concernant le politique de partage, et surtout de la rémunération, pour savoir si vous avez intégré en fait ces critères dans vos politiques de primes d'intéressement actionnaire, etc. Je pose la question d'abord peut-être à Carole, vu que tu es là. Est-ce que vous avez réussi de prendre ces mesures, à l'intégrer dans la politique de rémunération? C'est en cours. Merci beaucoup. Et François Xavier, je pose la question pour Kering, si vous êtes à l'aise pour en parler de le sujet. Oui, alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui est intégré dans la partie variable des dirigeants.
Encore une fois, c'est l'intérêt d'avoir un outil quantitatif, donc c'est beaucoup plus facile de déterminer un objectif et de le suivre, là où, la plupart des cas, on a quelque chose qui est plutôt quali. Merci beaucoup. Et je reprends de la part de Decathlon parce que je me permets de le faire. Nous n'avons pas encore mis en place un e-P&L, mais nous avons un bilan carbone qui est assez poussé quand même avec pas mal de critères et une animation assez poussée pour laquelle nous sommes assez fiers. Et c'est surtout en fait, avant 2021, nous avons déjà le système de rémunération, mais plutôt pour les grandes dirigeantes, on va dire comme ça. Et maintenant, à partir de cette année, nous avons pu réussir en fait d'intégrer les indicateurs un peu plus, comment dire, sur les actions, donc sur l'éco-conception, pour tout ce qui est le service de conception et service de nos marques. Et pour la partie retail, je parle que pour la France, nous avons pu intégrer aussi les indicateurs de l'économie fonctionnelle, donc le pourcentage de chiffre d'affaires durable, donc tout ce qui est second-hand, repair dans nos ateliers et location, même si ça reste petit. Mais c'est surtout en fait pour encourager ces actions. Nous avons le temps pour encore une question peut-être. On a une question là qui vient de surgir dans le chat. Donc c'est plutôt pour Olivier. Est-ce que vous avez déjà constaté des changements stratégiques majeurs, réduction de production, baisse de la croissance suite à l'utilisation de ce genre d'outils? Je vais laisser François-Xavier parler parce qu'effectivement, Kering est vraiment le bon exemple pour montrer comment piloter sa stratégie de développement durable avec un e-P&L en fait. Réduction de la croissance, non, parce qu'effectivement, l'objectif, ça reste quand même de générer du chiffre d'affaires, d'avoir une progression du chiffre d'affaires. C'est pourquoi on a un objectif aujourd'hui qui est en termes d'intensité. Voilà, on va continuer à porter un chiffre d'affaires avec un impact environnemental réduit. Et je pense que l'objectif à terme, et on n'y est pas encore, c'est d'avoir vraiment un découplement, donc continuer à avoir une progression de son chiffre d'affaires, tout en ayant une réduction, mais cette fois-ci absolue, et pas uniquement en intensité de son impact environnemental, parce qu'on est tous conscients qu'on est quand même dans une planète, dans un environnement fini, et donc voilà. Déterminer les objectifs en termes d'intensité, c'est bien au démarrage, mais à un moment donné, il faut basculer sur l'absolu. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait sur le carbone. On est un peu plus mature sur le carbone, et donc notre dernière Science-Based Target, aujourd'hui, elle définit un objectif de réduction des scopes 1 et 2 en valeur absolue et puis en intensité. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sauf si vous avez encore un peu de temps pour Stéphane a une question. C'est la question du jour de Stéphane, je pense. La valeur de la tonne de CO2 chez Fashion Cube. Carole, c'est pour toi. Est-ce que tu as en tête la valorisation que vous aviez posée? Non, parce que je regarde si je l'avais. Non, je l'ai pas. Ça faisait partie des éléments qu'on avait établis avec notre prestataire, mais je ne saurais pas dire. Cela dit, elle est facilement. Non, il n'y a pas les tonnes de CO2 dans ce que je vous ai présenté. Non, je n'ai pas la valeur. Je regarderai, je pourrais vous dire. En fait, Carole, il me semble que comme vous disiez que c'était les mêmes coefficients que pour Kering, en gros, c'est 75 €. Enfin, ce n'est pas les derniers coefficients dont parlait François-Xavier, mais c'était ceux d'il y a quelques années. Donc, c'est à peu près 75 € la tonne. D'accord. 80, mais c'est cette ordre de grandeur-là, ce qui est déjà pas mal parce que voilà, par rapport à d'autres valeurs de carbone constatées par des entreprises, des fois, on a beaucoup moins que ça, en fait. Il y a un rapport que je peux aussi peut-être vous partager quand vous envoie en fait le recording, etc. C'est un rapport qui a été lancé par la High Commission on Carbon Pricing. Et là-dedans, ça m'a beaucoup aidé en fait pour trouver
Moi, j'ai commencé chez Decathlon dans ce sujet. En fait, ils ont un tableau avec une fourchette plus haute et une fourchette plus bas. Et là, en fait, ça enlève en fait tout le bas, le 10 bas pour dire est-ce que c'est 75, est-ce que c'est 50, est-ce que c'est 100. Et en fait, si on se positionne dans cette fourchette et c'est annualisé pour qu'on voit que les prix doivent forcément augmenter au fil de l'eau, je trouvais ça assez facile aussi parfois pour me diriger vers la bonne direction pour le prix de carbone. Donc, on peut aussi le partager ce rapport, même si ça date quelques années maintenant. Super, merci beaucoup. Alors, si vraiment une personne dans l'Assemblée est hyper frustrée à une question, qu'il ouvre son micro et la pose à voix haute. Oui, bonjour. Ici Louis Doul, je travaille pour Forclaz comme responsable développement durable pour le trekking chez Decathlon. En fait, j'en avais deux des questions. La première, c'est plus une question ouverte. C'est qu'il y a quelques mois, on a fait intervenir Jean-Marc Jancovici auprès du board de Decathlon pour interpeller sur le paradoxe entre la croissance et les enjeux de développement durable. Et lui, son postulat, c'est que de monétariser notre empreinte n'a ni queue ni tête du fait que les ressources naturelles sont gratuites dans la convention économique. Et que du coup, comme l'actif ne vaut rien, alors le dommage à l'actif ne vaut rien économiquement. Et que donc, si on doit s'attaquer à la baisse d'émissions absolues, il faut le faire pour des raisons éthiques et pas forcément pour des raisons économiques. Moi, je voulais avoir un avis plutôt mode table ronde sur ce sujet-là. Et la deuxième question, elle est pour Kering, du coup. Je voulais savoir comment vous envisagez votre baisse d'émissions absolues sans dégrader l'économie. Merci beaucoup. C'était la dernière question, je pense que c'était la question pour Kering. Je ne sais pas si, François-Xavier, vous avez capté la question. Ouais, c'est un coupé, mais non, j'ai compris. Peut-être sur le premier point, c'est un point qui est hyper intéressant. Je ne sais pas si Olivier, tu veux intervenir sur monétiser la ressource naturelle versus ne pas la monétiser. Effectivement, il y a un choix, j'en parlais un peu en introduction sur comment est-ce qu'on philosophiquement on se pose d'un point de vue développement durable, prise en compte du capital naturel. Déjà, l'IPNL n'est pas obligatoire, donc c'est un postulat d'entreprise d'utiliser ce biais-là pour arriver à une fin, pour arriver à répondre à un enjeu. Donc, je ne pense pas qu'on peut dire qu'on peut s'en passer. Je veux dire, il y a vraiment une utilité. Toutes les entreprises qui l'utilisent voient bien l'intérêt que ça peut avoir. Après, on peut constater également qu'avec la directive quota, de fait, le CO2 commence à avoir une valeur. Enfin, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont obligées dans leur compte d'avoir une valeur CO2 quand elles doivent acheter des quotas. C'est une vision sans doute matérialiste des choses, mais à un moment donné, il y a une certaine efficacité à intégrer dans l'économie réelle des choses et de l'intégrer dans les comptes comme le FECER ou comme l'IPNL peut le proposer à côté de la comptabilité classique. Peut-être que moralement on peut s'interroger, mais en tout cas ça peut permettre de nourrir un dialogue et de montrer l'efficacité de certaines politiques. Voilà, je pense qu'il ne faut pas aller plus loin que ça. Peut-être pour rebondir là-dessus, moi je trouve à titre personnel que depuis des années, chaque industriel, finalement chaque activité business va s'appuyer sur des ressources naturelles. Alors je ne parle pas uniquement du carbone, hein, mais voilà, l'eau, le sol, la biodiversité. Donc tout le monde finalement utilise des ressources naturelles qui sont considérées comme gratuites aujourd'hui. Donc finalement personne n'a fait l'exercice de les mesurer, de les monétiser, de les intégrer dans ses comptes. Donc finalement personne ne se soucie de l'épuisement de ces ressources et puis de l'impact négatif qu'on peut avoir sur ces ressources-là. Donc à titre personnel, moi je trouve qu'il y a un vrai intérêt de monétiser ces impacts-là et commencer à les faire rentrer dans la compta des entreprises et même dans la finance globale. Et voilà, c'est super intéressant de voir des initiatives comme dans le cas du Green Deal européen, tout ce qui va être taxonomie pour commencer finalement à traquer les flux aussi d'investissement sous l'angle green. Après, sur le CO2, c'est vrai qu'il y a des systèmes de quotas, il y a un marché.
là-dessus. Voilà, sur la dernière période d'échange des quotas, on a vu que le coût de la tonne de CO2 était, je sais pas, descendu à 15 €, un truc comme ça. Donc on se retrouve finalement dans la loi de l'offre et la demande, et donc on a un prix qui reflète pas forcément soit le prix d'éviter l'émission d'un kilogramme de CO2, soit le prix de réparer les impacts causés par un kilogramme de CO2. Donc c'est pour ça que je trouve que le côté coût sociétal du carbone est une valeur assez intéressante à utiliser pour la tonne de CO2. Sur la dernière question, effectivement, nous, sur notre dernière Science Based Target, on a un objectif de réduction en valeur absolue des émissions du scope 1 et du scope 2, parce qu'on a beaucoup plus de leviers pour les réduire. Et effectivement, ça ne se fait pas au détriment de la progression du business, parce qu'aujourd'hui, on a sur les transports, sur les énergies qu'on utilise directement sur l'ensemble de nos sites, et puis surtout, le gros étant quand même drivé par les consommateurs d'électricité, on a pu mettre en place toute une démarche d'achat de certificats verts et d'énergie renouvelable qui permet justement même s'il y a une augmentation de l'activité, une augmentation de la consommation en kilowattheure, de s'appuyer sur une énergie qui est beaucoup plus basse en carbone. C'est comme ça qu'on peut s'engager là-dessus. Ok, merci pour vos réponses. La réponse, je pense qu'on n'est pas nombreux à l'avoir si tant est quelqu'un l'est. Vous parlez de baisse d'émissions absolues sur le scope 1 et 2. Alors, je pense que vous, comme Decathlon, l'immense majorité des émissions est sur le scope 3. Ouais. Et c'est là qu'est le problème, mais on essaie de dénouer le truc. On a énormément de difficultés à trouver la bonne approche. Bref, merci en tout cas pour les réponses. C'était hyper intéressant. Bonne journée. C'est vrai que Science Based Target permet actuellement des réductions relatives sur le scope 3, donc ils ont intégré ça dans leur modèle global en fait. Je pense que c'est tellement important et c'est vraiment là qu'on voit en fait le vrai responsibility en fait de nos entreprises. C'est comme lui a dit et comme tu sais, on est bien au courant, ce n'est pas facile et le chemin est long. Mais je pense que c'est tellement important si on veut vraiment être responsable pour notre vrai impact sur cette terre. Voilà, je vais peut-être passer le dernier mot à Anne-Céline et je vais montrer le slide que tu as préparé pour nous. Oui, alors le dernier mot, c'est merci. Merci d'abord à Katie, à Charlotte et à Dominique qui ont depuis quelques mois cherché les bons interlocuteurs, quand est-ce qu'on pouvait le faire, organiser toute la séquence et animer. Merci beaucoup à vous trois. Merci d'avoir rendu ça possible pour qu'on ait autant de personnes qui puissent se connecter ce matin. Et puis, merci beaucoup Olivier, François-Xavier et Carole. C'était passionnant, très très riche. Donc, on vous partagera le support, l'enregistrement. Et je vous demande à tous là de prendre 1 minute maintenant. C'est vraiment très rapide. Vous pouvez flasher le QR code. Je vous ai mis dans le chat également le lien vers le Google Form. Et donc, c'est un mini questionnaire de feedback pour savoir vos retours par rapport à cet événement, mais aussi de quoi vous avez besoin pour concrètement passer à l'action. Voilà. Et donc, on vous donne rendez-vous. On a un autre rendez-vous en visio de cette façon le 14 octobre avec Katie, qui nous partagera comment Decathlon a cheminé sur ce pilotage de la valeur durable. Voilà, 9h15 le 14 octobre. Je vous souhaite à tous un bon appétit et une belle fin de semaine.